Un matin d'automne, sur la petite place de la commune de Scilla, face à un monstre marin à 6 têtes et 12 pieds. Les marins évitaient ce danger nommé Charybde pour tomber dans un autre, le gouffre marin de Scilla. L'expression de Charybde en Scilla est ainsi née. Sur la pointe qui s'avance dans le détroit de Messine, nous empruntons le ferry pour rejoindre la Sicile. Une nuit de route et quelques heures plus tard, voici qu'apparaît Taormina. Le tourisme s'envole en 1866 avec l'arrivée du chemin de fer depuis Messine. Dans l'un des palaces qui vit Jean Cocteau, Greta Garbo ou Salvador Dali prendre son petit déjeuner en admirant la côte. Jonché sur le haut d'une falaise de 200 mètres, on s'enivre de paysages à couper le souffle. Voici mon guide, Renato, qui a pour mission de nous emmener sur les traces des Siciliens. La première étape de ce carnet de route s'inscrit dans le petit port de pêche avec le chef sicilien Pietro D'Agostino. Voici Angelo Inglese, tailleur des grands de ce monde, de passage dans la cité. Pietro est l'un des chefs siciliens les plus reconnus. Né à Taormina, il régalait déjà les clients du London's Hyde Park à l'âge de 21 ans. À 28 ans, il est chef exécutif de l'hôtel Le Méridien à Turin et cuisine pour la Juventus. C'est à l'âge de 31 ans qu'il accomplit son rêve, ouvrir son propre restaurant, la Capiniera, dans sa ville natale, Taormina. Son ami pêcheur nous emmène sur le bateau qui lui livre quotidiennement les produits de sa carte étoilée. L'occasion de joindre l'utile à l'agréable. Les paysages sont magnifiques. Pietro nous emmène chez le patron du bateau de pêche. Il nous présente son travail et surtout la philosophie de son entreprise. Ici, l'on pêche quotidiennement le poisson des restaurants de la côte. Du thon frais à la rascasse, la pêche se veut durable afin de préserver le second patrimoine de la région, la gastronomie. La corniche qui sépare l'hôtel de la Capiniera offre une vue exceptionnelle sur la baie et laisse deviner les pentes de l'Etna. La baie de Naxos est l'une des premières colonies grecques de l'île. Elle fut à la fois grecque, byzantine, romaine et arabe. La richesse des paysages et la perspective sur le détroit de Messine, les cités de Charybde et Scilla d'où nous venons, et l'Etna au sud où nous nous dirigerons ensuite. Pietro a réuni ses amis pour un afterwork où nous faisons connaissance de personnages très intéressants. Petit cadeau de Angelo Inglese à son ami Pietro et à notre guide Renato, des vestes brodées au nom des deux compères. Per Pietro e una giacca per te, Renato. Je vous vois tous manger des pistaches. Elles sont délicieuses. Voulez-vous en voir la cueillette? Pourquoi pas? Ce serait pour quand? Disons demain matin, D'accord. À quelle heure? assez tôt. La campagne est baignée de lumière. La route ensoleillée qui nous sépare de Taormina s'appelle la route de l'or vert. Aucune formule touristique ne propose d'itinéraire dédié. L'invitation inattendue à découvrir une récolte qui ne se fait que tous les 2 ans
est de bon augure pour ce voyage. Les pistaches poussent fin mars, début avril. Les graines sont d'abord toutes petites, puis deviennent jaunes au fur et à mesure. Elles grossissent, puis deviennent rougeâtres. Quand elles sont rouges, roses et blanches, alors elles sont mûres. Nous commençons donc la récolte. La peau est enlevée. Voici la cosse, que nous utilisons comme engrais sur les plantes. Mais on étudie actuellement une recette dans le domaine de l'esthétique. Cette couleur mauve et ces nuances magnifiques sont très particulières. C'est ce qui caractérise ces pistaches de l'Etna par rapport aux autres. Comme vous voyez, les pistaches poussent dans la plaine, même s'il s'agit d'un sol très rocheux. C'est de la terre lavique. Les pistaches poussent naturellement sur un sol lavique, de manière assez sauvage, et même sur les collines. Mère Nature a fait tout son parcours. L'arbre s'est reproduit tout seul à partir des vergers que les Arabes ont un jour créés. Puis, quand ils ont quitté la Sicile, ils nous ont laissé ce fruit magnifique, symbole des richesses de notre territoire. Mais où nous étions ce matin, j'ai vu des pistachiers qui poussaient sur des collines, non? Je peux les appeler collines? C'était sur des rochers, c'est différent. Un rocher de fleuve. Mais l'arbre a trouvé sa position idéale même là-bas, sous la paroi de roche. Ses caractéristiques tout à fait particulières, ainsi que ses propriétés nutritives, ont permis à la pistache de Bronte d'obtenir le label DOP, assigné par l'Union européenne. La pistache s'inscrit aujourd'hui au patrimoine gastronomique de l'humanité et celle de Laura Lupo s'exporte dans le monde entier. À quelques kilomètres, sur les pentes de l'Etna, des milliers d'orangers. Giuseppe, dans ce magnifique jardin, une orangerie de rêve. L'Etna se trouve juste derrière nous. C'était votre rêve, votre projet? Oui. Il est né de la volonté de mettre en valeur l'orange sanguine. Mais comment la valoriser? Tout simplement avec une liqueur, un digestif. Au fil des ans, nous avons dû faire face aux problèmes de hausse de la température. Il devenait de plus en plus difficile de gérer un vignoble sur ces terres. La famille d'Eduardo a décidé de tout miser sur l'orange, car cette orange rouge pousse uniquement sur la plaine de Catane. La caractéristique de ce territoire, c'est qu'il s'agit justement d'une plaine. Et ici, on frôle facilement les 40 degrés en été. Mais le soir, la variation thermique fait rapidement redescendre les températures à 10, voire à 5 degrés. Incroyable. Mais c'est grâce à ce phénomène thermique et à la minéralité du terrain que naît l'orange rouge de Sicile. Notre liqueur a des caractéristiques différentes des digestifs traditionnels. Sans colorant, ni de caramel, et surtout, il a une note féminine. Parmi les 10 meilleurs cocktails du monde, il y a le fameux Etna Spritz, que le barman Alfio Liotta du grand hôtel Chimeo de Taormina réalise depuis 2 ans. C'est un produit différent des apéritifs traditionnels, des bitters traditionnels. En effet, il s'agit d'un produit apéritif qui se positionne entre le bitter et le vermouth. Voyant la terre se modifier suite au changement climatique, les frères ont remplacé le vin par les oranges, tout en poursuivant un processus de développement basé sur la culture d'une boisson produite au pied de l'Etna. Dans les caves fraîches de cet ancien domaine viticole, des frères et des associés ont repris le travail de leur père.
J'ai rencontré des gens heureux et fiers de leur travail. Une nuit plus tard, nous voici à Via Grande, en province de Catane. Un village de 8000 habitants, au trésor viticole reconnu. Nous voici chez Antonio Benanti. C'est un grand privilège de pouvoir s'occuper à temps plein de la production de vin sur ce territoire particulier. Car la Sicile et la région autour de l'Etna a toujours produit de grands cépages de grande qualité. Mais pendant longtemps, la capacité de traduire cela dans de grands vins a manqué. C'est le mérite de cette entreprise, reconnue pour avoir donné naissance à une activité différente, ayant des objectifs bien différents et beaucoup plus ambitieux. Et aujourd'hui, mon frère Salvino et moi continuons de faire avancer le projet de notre père avec encore plus de rigueur. La production de vin était une tradition jusqu'à l'époque de mon grand-père. Mon père l'a poursuivi un peu, puis en 1935, il a fondé une entreprise pharmaceutique. Quand mon grand-père est décédé en 1958, la production s'est arrêtée. Aujourd'hui, nous définissons le vin classique, puis il y a le vin de bourgade ou de cépage. L'Etna Rosso est l'exemple même d'un vin d'entrée, un classique de l'Etna qui vient en grande partie de ce vignoble sur le mont Serra, mais il a aussi des raisins qui viennent d'autres coins de l'Etna. L'idée, c'est qu'il soit un représentant, puisqu'il est fait avec des raisins qui viennent de différents cépages. C'est un peu un ambassadeur de l'Etna dans sa totalité. Il s'agit pour nous d'un vin très important parce que la plupart des consommateurs vont boire ce vin. C'est une question de disponibilité de volume, mais aussi de niveau. Les premiers vins que l'on boit doivent être très bien conçus. Ils doivent apporter des émotions, parler du territoire. L'Etna, j'en suis convaincu, peut produire des vins gastronomiques, des vins qui se marient avec la gastronomie. Ils sont d'une grande fraîcheur, grâce à leur degré d'acidité. Leur corps est moyen. Il s'agit de vins très faciles à boire, dont la sapidité facilite l'appariement, tout en ayant une basse teneur d'alcool. Un léger fruité, très léger, le Nerello Mascalese n'est pas un vin fruité, mais on peut y deviner des fruits rouges. Ce fut un travail quotidien pour faire du cépage un cépage qui se distingue par son élégance. Je ne puis m'empêcher, avant de partir, de faire quelques pas dans le théâtre grec de Taormina, avec vue sur l'Etna. Dottoressa Vera Greco, buongiorno. Veramente un grande piacere. Docteur Vera Greco, bonjour. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous, sur ce plateau qui a reçu les membres du G7, n'est-ce pas? Oui, en effet. Et tout s'est bien passé? Oui, tout s'est bien passé et le théâtre était sous 131. C'était un peu la course contre le temps, mais nous avons réussi. Nous avons vraiment joué en équipe et cela nous a fait remporter la victoire. Ils ont tous été émerveillés par la beauté du théâtre, mais aussi par le fait que nous avions réussi à le remettre en état. Ils ont pu profiter de tout, du paysage, du théâtre, de ce lieu extraordinaire où il est niché, où les Grecs ont choisi de faire le théâtre, et d'où on peut voir la mer et l'Etna. C'est un endroit unique au monde.
Dominique Zenon. Mon histoire est quand même relativement simple, fils d'émigrés bien sûr, mais j'ai commencé dans la restauration. Je cherche une émotion, je cherche un territoire, je cherche un terroir. J'ai trouvé chez Valle della Cate, avec Madame Gaetana, quelqu'un qui respecte son terroir, quelque chose d'extraordinaire. Chaque terroir, chaque parcelle de terrain a son propre encépagement. C'est magnifique. La moyenne de production, c'est aux alentours entre 5 000 à 6 000 bouteilles l'hectare. C'est fabuleux. À chaque plante, c'est une bouteille. Eh sì, papà sta sempre qua. Hé papa, je voudrais te présenter Renato. Dunque là abbiamo un'uvetta, una grappola di J'admire mon raisin. molto concentrata, molto stretta, bellissima. Une grappe de frappato, très concentrée, très dense, très belle. C'est notre cépage local. Le frappato, c'est le raisin qui, avec le Nero d'Avola, crée le Cerasuolo di Vittoria. Noto, construite dans le style baroque sicilien. Cette unité architecturale l'autorise à être inscrite au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Noto fut entièrement reconstruite après le séisme qui la ravagea en 1693. Notre guide nous emmène dans les rues de la ville, sur les toits de la cathédrale San Niccolò. C'est ici, en Sicile, que la cathédrale devient le symbole de la Renaissance. À ce moment, l'histoire de Noto renaît, après sa presque disparition due au séisme. Noto, qui était uniquement une ville pour les voyageurs, pour les touristes, pour ainsi dire, devient, à partir de ce moment, une ville pour tous. Il y a donc la naissance de nouveaux métiers, mais aussi la renaissance des anciens métiers. Ma génération est la première à être restée ici. Elle s'est même inventé des boulots tout autour de la cathédrale. On voit renaître aussi la production vinicole avec les domaines de Nero d'Avola. On travaille à nouveau la pierre, on s'occupe de tourisme. Ce sont des activités qui permettent à toute une génération de rester à Noto. Je dirais même plus. Il y a même des entrepreneurs du nord de l'Italie qui viennent chercher le vin ici dans le sud. C'est le monde à l'envers. Une belle réalité tout compte fait. De belles opportunités pour tous. Le séisme de Santa Lucia, en décembre 1990, occasionna des dégâts aux piliers de l'édifice. Aujourd'hui restaurée, elle fut élevée en 2012 au rang de basilique mineure par le pape Benoît XVI. Dans un bar branché, à l'ombre de la cathédrale, notre guide nous mène tout droit déguster une granita. Je laisse Renato à sa passion, la cuisine. On prend un bol et on commence à y mettre la glace pilée, le sucre, le jus de citron. On mouline pour le tourner. Il devient blanc. Il devient de cette couleur-ci. Allora, aggiungo il limone. Alors mon cher, qu'est-ce qu'on a ici? Tunno a Cipudara, la chose la plus sicilienne qui existe. Continuons. De l'oignon rissolé, un peu de sel. Quand il est doré comme ça, on ajoute le vin, le concentré de tomate et on fait frire le thon, comme ça. On ajoute ensuite un peu de vinaigre et on laisse évaporer. Les capres crus, car leur fonction est de nettoyer la bouche après.
Voici les pistaches. Elles viennent de chez une productrice qui produit des pistaches magnifiques au pied de l'Etna. Parce qu'il faut sentir l'odeur fumée, tu continues et après tu l'enlèves quand elle est brûlée de tous les côtés. Tu l'ouvres comme ça. C'est quelque chose qui est typique à Noto. Mais au fait, comment s'appelait le chef? On ne l'a jamais su, car notre ami Renato l'a appelé d'un autre prénom tout au long de la visite. À la découverte de ses pères, la Sicile nous emmène pour un soir à Marzamemi. Renato me fait découvrir ce village minuscule, construit à l'origine pour être un port de pêche. Situé à 25 km de Noto, on retrouve des traces de Marzamemi au Xe siècle, lorsque les Arabes inscrivent ce nom sur une carte. Il signifierait « baie de la tourterelle ». Nous y mangeons, faisons la fête avec des mariés. Chacun affiche à sa façon la nostalgie de cette belle journée passée avec nos nouveaux amis. Le lendemain, Syracuse. Henri Salvador, le poète qui ne l'a jamais vue tout au long de sa vie, l'a décrite comme personne d'autre. La légende veut qu'Archimède ait mis au point des miroirs géants pour réfléchir et concentrer les rayons du soleil dans les voiles des navires romains et pour ainsi les enflammer. La météo ne nous offre pas ce soleil de braise aujourd'hui. Ce n'est qu'après le tremblement de terre de 1693 que Syracuse connut une renaissance de son architecture. La reconstruction par des familles nobles du Palazzo Impellizzeri, du Palazzo del Bosco Beneventano de l'archevêque et de plusieurs églises, comme l'église de l'Immaculée Conception, s'est achevée sur le Palace Vermexio, l'hôtel de ville, siège du gouvernement de la ville. Toujours sous la pluie, reprenons la route vers Aragona. De magnifiques plaines nous accueillent, cette fois sous le soleil et sous un vent rafraîchissant. L'ancien footballeur et homme d'affaires Salvatore Curaba nous parle de sa Sicile et de celle de ses pères. Je reconnais ma Sicile. C'est fabuleux, ça me donne des émotions. D'autant plus que j'y suis retourné il y a 15 jours, mais il n'y a pas si longtemps, mais c'est toujours aussi fort. J'ai l'impression de reconnaître cette route-là. Donc c'est la Sicile que je vois depuis que je suis enfant et ça me donne toujours, j'ai l'impression de reconnaître en plus ce paysage. C'est fabuleux, ça me donne toujours beaucoup d'émotions. Un peu plus bas, où c'était la maison, j'avais un mosco qui a beaucoup de olives, de pistaches. Et moi, je fais le gardien là quand j'avais 12-13 ans. Oui. Je fais le gardien là. Et alors... Tu n'as pas rencontré maman à 12-13 ans quand même? Non, je la connais, mais après... Tu la connaissais à 12-13 ans, maman? Oui, et puis... C'est pas vrai. Mais pourtant, c'est vrai. Et vous vous êtes mis ensemble à quel âge? Oui, quand j'avais 18 ans. Bon. Et la maman l'avait... Pendant 5 ans, tu la connaissais? Oui, je la connaissais parce que toutes les années, maman venait à ramasser des olives et des pistaches. Et moi, je la connais. Mais pas maman tout seul, ça avait beaucoup de belles filles. Et donc, ça avait les filles, personne pour regarder les filles. J'adore cette Sicile et j'ai toujours vu cette Sicile brûler parce que quand j'allais en Sicile enfant, j'allais tout le temps au mois de juillet et d'août. J'ai l'impression de vraiment connaître cette route-là. Quand j'étais enfant, je me souviens qu'on s'arrêtait sur la route principale et qu'on devait marcher pendant 1 ou 2 kilomètres pour rejoindre les petites maisons de campagne, une petite maisonnette. Et ici, depuis cette route-là, a quand même été
super, puisqu'on pouvait aller jusqu'en voiture à cet endroit-là. Donc c'est vrai que j'étais souvent impressionné, puisque les pizzas étaient cuites au feu, dans les fours au feu de bois, et c'est de bons souvenirs incroyables. Et puis tous ces fruits également, ces grenades ou ces poires. Et donc, pour moi, à cet endroit-là, quand on allait là, c'était manger. Et enfant, je ne regardais pas la nature. Hein. C'est assez impressionnant. Je ne regardais pas la nature. Ah oui, exactement. C'est ce four-là, c'est génial. Et je le vois encore avec du feu à l'intérieur. Hein. Donc, j'ai encore des images avec du feu. Je suis émerveillé. Et je ne regardais pas la nature. Je commence à regarder la nature depuis quelques années, depuis une dizaine d'années. Je vois des paysages qui sont extraordinaires, mais quand on est enfant, on ne regarde pas tous ces paysages. Quand j'étais enfant, j'allais quasiment chaque année en Sicile, jusqu'à l'âge de 15-16 ans. C'était les seules vacances. Je n'avais jamais été en vacances, si ce n'est en Sicile. Et encore, je dis 16 ans, je pense que mes premières vacances datent à 18 ans. Et donc, la Sicile, c'était vraiment, à chaque fois des retrouvailles. Je retrouvais mes amis. Et donc, c'était ma seconde vie sur place. C'était toujours très agréable. Et je me sentais vraiment chez moi quand j'étais en Sicile. Et j'essaye de m'imaginer mon père, enfant, puisqu'il allait travailler, hein, donc il allait travailler là. Il était loué par ses parents pour garder les animaux. Donc une vie quand même assez difficile. Quelquefois, il me dit j'ai du mal à imaginer, mais bon, je peux le croire. Et oui, c'est qu'il ne mangeait pas à sa faim, qu'il devait se débrouiller pour manger. Il recevait du pain pour la semaine. Il partait en semaine, mais à l'âge de 10 ans, il partait en semaine, toute la semaine pour garder les animaux. Et quand j'en discute avec lui, il en parle avec une grande joie. Il n'en parle pas avec une tristesse ou avec de mauvais souvenirs. Il était également heureux de se retrouver dans cette Sicile. Là, c'est vrai, c'est quelqu'un vraiment de très positif, parce que quand je lui parle de la mine, puisqu'après il a dû travailler en Belgique à la mine, et ici dernièrement, je lui ai demandé, mais explique-moi comment ça se passait, est-ce que tu étais bien, pas bien, tes amis, et lui, il n'en parle que de manière positive. Travailler à la mine, c'était fabuleux, parce qu'il travaillait à la mine avec ses amis. Le train arrivait à Beauvais. À Beauvais directement? Si. Ah bon? Et là, nous autres, c'était... Comment est-ce qu'on dit ça? Nous sommes passés en visite à Belano, et puis il nous a porté jusqu'à ici à l'arrivée à Beauvais. Et alors, oui, à Bouville. La route de Beauvais, il m'a venu à chercher à Beauvais. Et vous avez fait des examens en Belgique ou pas? Non, qu'est-ce que ça met? L'examen médical? Non, il n'y a rien eu en Belgique? Non, nous sommes passés ça en Italie, à Milano. Depuis... Nous sommes restés un jour là-bas, oui. Nous sommes passés les abeilles, ils disent voilà, vous êtes bons pour nous autres. Ok, vous êtes arrivé en Belgique, et oui. Qui est venu chercher en Belgique? Bon Giovanni, aussi Felice. Ah, et tu as dormi où alors? Et j'ai dormi de la Sia Croce, là-bas, à base de rose. Combien de temps tu as dormi là? Et juste quand on a venu la maman de l'Italie. Et puis la maman, elle avait dit ça va en Italie. Et dit, tu me viens chercher en Italie. Puis que tout ça, dit, ça va pas. Ah, je dis, ma fille, si tu viens, viens. Si tu viens pas, si tu viens pas, moi je cherche l'autre femme. Pourquoi tu veux aller en Sicile encore maintenant? Pourquoi? Pour le plaisir, parce que encore c'est les ragazzini là-bas à la Sicile. Je connais beaucoup de personnes à la Sicilia. J'avais encore un frère, un sœur, les petits fils et tout ça. Et n'oublie jamais. Hey! On va aller à la serre, allez. La place d'Aragona, par beau temps et veille de fête. Ils sont venus de Belgique, de la Louvière, pour fêter la San Vincenzo dans le berceau de leurs ancêtres, à Aragona. Amedeo Cernero et Vincent Fretto sont déjà là. Les autres amis arrivent par avion ou en voiture, certains parcourant 5000 km aller-retour pour ne jamais oublier leurs racines profondes.
Renato parle du village de sa maman, tandis que le maire d'Aragona inaugure avec Amedeo Cernero, le représentant belge de la Louvière, l'exposition consacrée aux photos de classe des aînés. On se souvient, on s'émeut, on recherche la photo de ses anciens petits copains de classe ou professeurs, et tout finit par les danses traditionnelles auxquelles personne, je dis bien personne, ne peut résister. Le lendemain matin, c'est l'heure du café matinal. Nous y rencontrons Giovanni Falzone, un jazzman renommé en Italie et originaire de Aragona. Salut les gars. Salut, comment allez-vous? Ça va? Ça va très bien et vous? Le café du matin au bar latino, c'est pour moi un rendez-vous à ne pas manquer. J'ai vu beaucoup d'affiches sur notre ami en ville. On prend un café? Avec grand plaisir. Ok, je vous laisse papoter. Merci, merci. Je suis ici à Aragona car j'ai ce concert ce soir dédié aux migrants. Nous sommes sur une terre de migrants, et donc une terre que nous apportons ailleurs. Tu joues de la trompette? Oui, je suis trompettiste, compositeur et chef d'orchestre. C'est ce que je fais depuis 20 ans. Et donc ce soir, on pourra t'écouter jouer. Oui, vous pourrez m'écouter jouer, mais surtout, vous pourrez découvrir un répertoire fait sur mesure pour cette petite réalité qui est mon pays d'origine, Aragona. J'ai pensé à une musique qui soit l'âme de cet endroit-ci. J'ai donc travaillé des morceaux de la tradition populaire pour les partager avec les gens de chez moi. La musique est la nourriture de l'âme. Et donc, nous parlons de nourriture et de musique. Oui, pour moi, c'est vraiment, comment dire, c'est quelque chose qui a trait à... En pleine interview, un fan de la première heure vient saluer Giovanni. Je fais connaître dans le monde mes racines. C'est pour moi une règle de vie très importante. Maintenant, il y a des amis qui arrivent nous dire bonjour. Tutto bene? Nino, bello! Nino, ciao! Tossia, ciao Pedro. Che bello che sei! Ciao, ciao! Tutto questo per dirvi che stasera vi aspetto tutti al concerto, al Palazzo del Principe. Sì. Salezzo Palazzo Principe, sì, 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 sì. Nino, dai, ti aspettiamo, raccontaci. Dai. Lui, c'est Nino Seviroli. Il a vécu la grande histoire de l'immigration sicilienne vers la Belgique. Il est devenu aujourd'hui le conteur de la ville d'Aragona. Les gens sont partis car les mines de soufre ont arrêté de travailler. Alors ils sont obligés de partir, et disons, pour travailler, hélas, peut-être la chance, dans les mines de charbon. Mais quand ils partaient, le train spécial, comme on l'appelait, train spécial, moi j'ai eu la chance de le prendre en 1973, mais c'était spécial parce que c'était les gens qui étaient spéciaux. Tout le monde montait sur le train, un train comme un autre, mais c'était particulier, ils pouvaient monter seulement les émigrés. Attention, les émigrés. Le train partait, il était vide et en paix à la fois. Il se remplissait. C'était des gens d'Aragona qui parlaient le dialecte d'Aragona. Et après, tu entendais le dialecte de Caltanissetta. Mais en paix à la fois, le train arrivait les champs d'Agrigento, et arrivait les gens de Racalmuto. Et le train devenait un petit village. Tu entendais les dialectes d'Aragona, le dialecte des Grottes, le dialecte de Racalmuto. Et à chaque gare, comme à Aragona, on nous avait salué notre maman, à chaque gare, on s'arrêtait, et il y avait les gens qui mettaient les valises dans la fenêtre. Et alors on voyait les mamans d'Aragona, les mamans de Racalmuto, les mamans de Caltanissetta, les mamans de Catania, de Messina, de Naples, qui montaient sur le train, et chaque maman, tous les mamans, c'était égal.
À la gare, il se mettait comme ça. Il regardait son enfant qui avait mis peut-être sa valise par la fenêtre. Et quand son enfant était monté, elle, peut-être papa le faisait un peu, mais elle cherchait son mouchoir avec délicatesse pour essuyer ses larmes et aussi pour saluer son fils. Et ça, c'était les mamans égales, jusqu'à la frontière, jusqu'à Belluno, jusqu'à Bellinzona. Avec Benjamin, mon caméraman, nous avons réservé une surprise à notre ami Renato. Nous l'avons emmené sur les traces de sa maman, dérogeant à la Sicile de nos pères. Ma maman naît en 1931, donc quelques années avant la Seconde Guerre mondiale, sous une Italie qui est dominée par le fascisme. Et c'est dans cette maison qu'elle naît, avec mes grands-parents, mon grand-père, ma grand-mère évidemment, mais elle naît avec une sœur jumelle. Et ma maman, c'est Gina, de son nom Fulvia. Et une enfance qu'on peut évidemment imaginer heureuse comme un enfant peut la vivre, mais une enfance difficile. C'est la crise en Italie, la guerre arrive, la Seconde Guerre mondiale, et on a faim, on a très faim, mais en même temps, les enfants vivent avec leur grande part d'insouciance, et ma maman vit aussi cette insouciance comme tous les enfants pouvaient la vivre. Je regarde là ces rues, je me promène et je ne peux pas faire autrement que quasiment de croiser le regard de ma maman à chaque instant. Ça me fait du bien, mais en même temps, ça m'émeut beaucoup. J'ai l'impression de me promener avec elle dans ces rues. Et c'est un moment très fort pour moi, parce que c'est le moment où tout le monde se retrouve à table. Et moi, j'ai des odeurs, j'ai des parfums. Et sur toutes les fenêtres, sur tous les balcons, il y avait ces pots de basilic, ces fines herbes, l'huile d'olive, les parfums et une bonne humeur. Une bonne humeur parce que simplement, quel moment plus beau de la journée, celui d'être à table tous ensemble. Et moi, en tant que jeune gamin, venant ici pour passer 3 semaines de vacances, si on pouvait appeler ça vacances, c'était les retrouvailles avec les nôtres, avec les grands-parents, ma maman avec son papa, avec sa maman, avec ses frères et sœurs. On vivait de farine d'abord, c'est la farine qui nourrissait la famille, par le pain, par les pâtes. Le pain était l'aliment, la farine était l'outil nécessaire à la fabrication des plats cuisinés. Et de la farine, on en tirait le pain, les pâtes, les pizzas, mais qu'on n'appelle pas pizza ici. Dans le village, on les appelle le cuccioloni, qui est un pain spécial, garni de tomates. Et puis, par exemple, elle s'asseyait avec ma tante sur une petite marche qui était juste là derrière. Et ça, c'est incroyable. Il y avait ce petit coin de mur là, elles étaient assises toutes les deux, enfants, 8, 9, 10, 11 ans. Et quand elles avaient la chance qu'on leur offrait une poule pour pouvoir faire un bouillon, elles s'installaient là, elles avaient une bassine d'eau chaude comme ça, c'est ma maman qui me racontait ça, c'était magique. Et elles trempaient cette poule dans cette bassine d'eau chaude pour déplumer la poule. Et ensuite, elles utilisaient les plumes pour créer des jeux. Il y avait tout un quartier qui vivait, toute une petite cour qui s'animait d'une joie de vivre, d'odeurs, de parfums. Et moi, c'est ça que je garde. Je garde d'abord le sourire de ma maman. À l'ombre du centre d'Aragona, l'oncle de Renato le conduit dans le petit cimetière où reposent les tantes et oncles de notre guide. Dans ce lieu typiquement sicilien, les tombes soigneusement alignées à la verticale se mêlent aux monuments des grandes familles bourgeoises. Je les laisse se recueillir, évitant tout dialogue. Le silence est d'or. J'ai consacré une grande partie de mon existence à l'Italie, à tout ce qu'elle apporte. L'Italie qui sûrement doit ressembler à un coin de paradis. Ce pays comme nul autre porteur de bonheur, de beauté, où l'on prend le temps d'aimer les choses de la vie.
Ici, où chacun, petits et grands, accorde une importance aux produits et à cette cuisine exceptionnelle aimée dans le monde entier. Je rends hommage à mon cher père, à ma tendre mère, à mon épouse, aux milliers de personnes qui se sentent touchées par ce documentaire et aux jeunes générations d'Italiens pour qu'ils n'oublient pas. À ma fille Fulvia aussi, pour qu'elle continue. Au Palais du Prince, quelques heures plus tard, Giovanni Falzone ose. Un hymne aux migrants que nous avons été, que nous sommes et qui seront, sur des airs traditionnels. Un triomphe. Bref retour en Belgique, à la Louvière. Jacques Gobert, son bourgmestre. Nous sommes ici à la cantine des Italiens. Ce lieu chargé d'histoire a commencé à vivre en 1918, lorsque les usines Gustave Boel, qui avaient été fortement détruites pendant la guerre, ont fait appel à de la main-d'œuvre étrangère et principalement italienne, les accueillant ici dans des baraques, on les voit d'ailleurs, en bois, qui depuis ont été reconstruites, mais qui restent des logements de grande précarité. Cette immigration italienne a pris une autre amplitude après la guerre, puisqu'on le sait, il y a eu des accords bilatéraux entre l'Italie et la Belgique. C'est ainsi que la Louvière a accueilli des milliers d'Italiens qui ont répondu à l'appel lancé par le gouvernement belge qui avait besoin de main-d'œuvre. Et c'est la raison pour laquelle la Louvière aujourd'hui compte pas moins de 99 nationalités différentes. Renato me fait rencontrer Giuseppe Pendolino, maire d'Aragona, homologue du Louviérois Jacques Gobert. Aragona fut dans le passé un grand centre industriel. La crise dans les mines, courant des années 60, a provoqué son déclin. S'ensuivirent les pertes d'emplois, donc de revenus. Nos concitoyens ont été obligés de quitter le pays pour chercher fortune à l'étranger. Le pays où ils ont trouvé le plus d'opportunités de travail a été la Belgique, dans les mines de charbon. La grande majorité d'entre eux sont issus de ce village d'Aragon. Il y a d'ailleurs aujourd'hui, je pense, plus de Siciliens originaires d'Aragon à la Louvière qu'il n'en reste de là-bas. Parce que le village comptait plus de 20 000 habitants, il en reste à peu près 9 000 aujourd'hui. Je pense qu'il y a une bonne partie qui se trouve ici, chez nous à la Louvière. Il y a toujours eu un échange très naturel avec nos anciens habitants. Ils y reviennent tous les ans. Avant, ils venaient rendre visite à leurs parents. Quand ces derniers sont morts, ils sont revenus par amour de la patrie et de leur terre. C'est un appel auquel ils répondent presque tous les étés. Ils viennent et nous font l'honneur de leur présence. En 2010, le maire de l'administration Tedesco, dans laquelle j'avais la fonction de conseiller communal, a entamé un dialogue avec Jacques Gobert, l'actuel bourgmestre de la Louvière. Je suis le troisième maire depuis qu'on a institué le jumelage et M. Gobert est toujours à sa place. Ça doit vouloir dire qu'il est un bon bourgmestre. Ce n'est que depuis 2010 que les échanges entre les deux pays ont augmenté.
Des échanges tout d'abord de nature culturelle qui sont extrêmement importants pour nous, mais aussi pour la Louvière, en raison du nombre important d'émigrés qui y vivent et qui sont d'Aragona à l'origine. Nous sommes assez orgueilleux de cela, car un groupe de nos représentants siège au conseil communal de la Louvière. C'est le cas de notre concitoyen Amedeo Cernello, qui représente magnifiquement le groupe des Aragonais à la Louvière. Nous n'avons qu'un souhait, intensifier encore ces relations. Nos migrants sont allés dans d'autres pays, en Allemagne, certains même dans les Amériques, mais leur destination de cœur a été la Belgique, la Wallonie et principalement la Louvière. L'idée de ce jumelage est née il y a quelques années déjà et c'est en 2011 que l'on a consacré ce rapprochement avec Aragon. Si cette population d'origine italienne et sicilienne en particulier est venue chez nous, c'est suite aux accords bilatéraux entre la Belgique et l'Italie, signés en 1946, le contrat pour le charbon. Et donc cette population est arrivée chez nous, nous a beaucoup apporté, au prix de lourds sacrifices, quittant la campagne sicilienne, le soleil sicilien pour venir chez nous, au fond, et dans la grisaille. Donc je crois qu'il y a quand même un lourd tribut qu'il fallait reconnaître. C'est une immigration qui a bien réussi, même si certains s'en souviendront, ça n'a pas été facile. Puisque, souvenons-nous, quand même, nos grands-parents nous racontaient que lorsqu'ils sont arrivés, et puis nos parents ont quand même été raillés à certains moments, maltraités verbalement, et l'intégration s'est faite, je crois, au fil des générations. Aujourd'hui, on peut dire que la population italienne est parfaitement intégrée. Aragona demain. J'ai une vision innovante pour le pays. Innovante car le village a un grand potentiel qui n'a pas été exploité à fond. Outre le palais, nous avons aussi le parc minéral que nous essayons de remettre en valeur, car c'est ici qu'Aragona a ses racines. Nous avons la chance d'avoir le parc naturel de Macalube. Il s'agit de petits volcans de limon froid qui sont un phénomène naturel. Du point de vue touristique, à Aragona, nous avons aussi des sites archéologiques. Nous avons des tombes préhistoriques en Contrada Fontanazza. Nous avons les vestiges du théâtre grec à San Vincenzo. Ma projection est basée essentiellement sur le tourisme, le secteur tertiaire, l'agroalimentaire, car en plus nous jouissons d'un climat exceptionnel, magnifique. Tout le monde nous envie ce climat, ce soleil qui nous permet d'avoir des produits de grande qualité. Giuseppe Pendolino nous laisse pour se préparer à l'inauguration de la traditionnelle fête de San Vincenzo, une tradition aragonaise, aujourd'hui importée à la Louvière. Un village entier se consacre aux produits les plus simples, mais aussi les plus sophistiqués. Ici, folklore et saucisses au kilomètre font bon ménage. Le monsieur barbu que vous apercevez aux côtés de Renato s'appelle Luigi. Luigi Salamone, le roi de la saucisse en Belgique. Son grand-père déjà la fabriquait comme on l'a fait ici, au pays. Son papa a débuté la distribution et Luigi a développé le réseau de communication pour devenir le seul fabricant labellisé de la saucisse d'Aragona. Alors, s'il est ici aujourd'hui, comme chaque année, c'est pour faire la fête, mais aussi pour prendre la température de ce produit bien de chez lui. Tout se termine par un bon verre de vin et quelques amandes confites de la région.
Une nuit plus tard, les Louviérois d'Aragona se retrouvent dans un agritourisme pour déjeuner et chanter leur père. Giovanni Falzone nous a rejoints pour un hymne à l'amour. Astuta! Una bellissima giornata e soprattutto una bellissima vita a tutti. Ciao, alla prossima! Quand nous étions enfants jusqu'à l'adolescence, il n'était pas question de nos parents de préparer des vacances ailleurs qu'Aragona. C'était à Aragona, chez le grand-père, chez l'oncle, chez la tante. Et dès qu'on arrivait, premier plat à Aragona, c'était la saucisse italienne. Vous étiez une famille de bouchers? Alors, mon grand-père était boucher à Aragona. Tes ateliers sont près de Mons, à Casteau. À Casteau. Et vous fabriquez vous-même la saucisse sur place, avec la même tradition qu'on la faisait ici au village? Toujours, on n'a rien changé. Bon, bien sûr, quelques agréations pour l'AFSCA qu'il fallait absolument suivre. Évidemment. Qu'il n'y avait pas à ce moment-là. Mais le concept reste toujours le même. Et c'est une particularité de cette saucisse, c'est qu'on peut l'utiliser dans beaucoup de plats, dans beaucoup de préparations. On peut même la mettre séchée et la manger comme une saucisse sèche ou un salami. On utilise un poivre ou un autre poivre, ou une fenouil ou une autre graine de Évidemment, fenouil. donc tu peux utiliser le poivre que tu connais, Voilà. un poivre bien à toi, une fenouil séchée bien à toi. Tout à fait. Avec des doses qui t'appartiennent. Tout à fait, comme les petites fenouilles siciliennes, sauvages. Oui. On en a goûté, pendant notre parcours, on trouvait ça dans les champs. Voilà. Ouais. Mais donc, c'est un produit qui se développe très très bien, parce que ça part d'un petit village, tu arrives en Belgique, tu es à Casteau, tu le développes et tu le distribues partout. Oui, bon, je dois ça à mon papa, qui a commencé en 62 sa première boucherie, 61 ou 62 à la Louvière. Il en a eu 3. Les gens venaient de Liège, d'Asselt, les gens venaient de partout de la Belgique pour manger la saucisse, pour acheter la saucisse chez mon papa et manger la saucisse, la véritable saucisse d'Aragone. Pour moi, c'est le passé présent. C'est-à-dire, c'est notre base de tradition à la fois qu'on était jeunes immigrés. Et je trouve les mêmes ingrédients, les mêmes saveurs. On revient systématiquement chaque année lors des fêtes de San Vincenzo, disons, deuxième dimanche du mois de septembre. Et c'est quasiment devenu, depuis le jumelage, je dirais bien, une tradition pour nous. Mais moi, la Louvière, c'est mon berceau, je dirais. Voilà. Bien, je suis bien en Sicile, mais j'aime retourner à la Louvière. À Pendolino et à... Giuseppe Pendolino. Et al Principe di Aragona. Et al Principe di Aragona. Longue vie. Longue vie. Quand Giuseppe Pendolino, maire d'Aragona, nous parle de tourisme, il ne croit pas si bien dire. À 20 km de sa cité se trouve le témoignage de notre humanité, les vestiges des murs de l'antique cité grecque d'Akragas, importante ville de la Grande Grèce. Nous sommes dans la vallée des Temples. Avec l'autorisation inespérée des plus hautes instances du patrimoine, je vous invite à pénétrer dans l'un des temples helléniques les mieux conservés au monde. Le temple de la Concorde, construit en 430 avant Jésus-Christ, fut converti en basilique chrétienne au VIe siècle, ce qui explique qu'il soit aussi bien conservé. Quelques moments de respiration nous emmènent dans les collines de l'Ercara-Fridi, où nous rejoindrons Pietro Pistoia, président du consortium du Pecorino sicilien.
nous faisons connaissance avec un producteur de ricotta qui la fabrique artisanalement depuis un demi-siècle. Son fils a repris l'affaire et exporte désormais dans le monde entier grâce au consortium. Le petit lait issu de la préparation du fromage est conservé et chauffé. On attend ensuite qu'il caille, puis on l'égoutte. Cet égouttage est ici fait de manière artisanale, puis moulé dans des paniers en osier qui forment immédiatement le fromage. On le laisse ensuite affiner en fonction du souhait des clients et de la demande des restaurants. Benito Sitta, dont le père fut le tout premier producteur de ricotta en Belgique. Papa était mineur. Il a travaillé au charbonnage des Marimaux Bascou. Et quand il est devenu invalide, il ne savait plus vivre avec l'invalidité et 5 enfants en charge. Et il a eu l'idée, il dit, mon père, ma mère faisaient du fromage dans les montagnes de Calabre. Et pourquoi n'essayerait pas ici pour faire la même chose? La petite chaudière vapeur était installée là où j'ai mon feu maintenant. Et ça nous donnait la chaleur pour faire la ricotta, la mozzarella et tous les fromages qu'on a produits jusqu'en 1976. Et à l'époque, j'avais une petite camionnette. On allait frapper dans les portes des amis de papa, dans les cités, à Morlanway, à Chapelle, à Péronne. Et tout a débuté comme ça. Naturellement, on a mis beaucoup de notre temps, beaucoup de notre courage. On a engagé des personnes plus compétentes pour faire d'autres fromages. Disons que ça a été dans l'ensemble. De Bruxelles, Liège, nous sommes allés dans Limbourg, nous sommes allés à Anvers un petit peu. Je me rappelle qu'au début, j'avais 2 clients à Anvers où j'expédiais par chemin de fer. On essaie de créer un esprit de famille avec l'ensemble de notre personnel, même si aujourd'hui tout le monde ne fait pas partie de la famille dans le sens plus strict du terme. Mais pour nous, l'esprit familial dans une entreprise a une importance énorme. On aime rencontrer des gens qui ont des histoires à raconter et qui défendent la tradition. Un peu comme nos parents, en fait. On espère que nos enfants vont avoir le même état d'esprit par rapport au développement. Et développer une entreprise qui aujourd'hui est devenue une grande entreprise, la nôtre, si l'esprit reste familial, alors on s'amuse en travaillant. On s'amuse vraiment. Et il y a des bons et des mauvais moments, comme dans une famille, tout simplement. Bruno, je ne suis pas grand assez. Si tu savais venir me donner un coup de main, on va ramasser quelques saucisses. Ouais. Tiens. Voilà, celle-ci, oui, tu peux. Voilà. Voilà, merci. 3 semaines, 4 Oui, 3 semaines exactement. Surtout celles qui sont le plus près du feu. Voilà un couteau. Merci. Tu vois que ça sert, hein? Retour en Sicile, à l'Ercara Fridi, où l'on découpe le fromage affiné. Père et fils sont à table. Regarde, Francesco. Où est-ce que tu trouves un plat comme celui-ci? Ici, il y a la ricotta. C'est celle de ce matin. Dans les caves d'un autre producteur, le fromage, produit de façon artisanale, est ici distribué à grande échelle.
Pietro Pistoia voulait nous montrer que ces deux modes de production peuvent se fréquenter. C'est la phase d'affinage. La température est assez élevée et voici le produit final. Celui-ci, c'est le produit au début de l'affinage. Sans l'odeur, il faut qu'il s'affine encore un peu. A fare ammuffire senza che distribuisce troviamo noi. Sempre 100%. Celui qu'on trouve en vente, c'est 100% brebis, affiné pendant 7 mois. C'est du piment? Non, celui-ci est nature. C'est la moisissure qui confère cet aspect. C'est l'affinage naturel. Lui mi ha detto andare piano piano perché vuole fare la ripresa. Guarda. Gira, 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 gira. Vient le moment de tester l'affinage et de valider la distribution. Sur la route qui nous mène à Memphis, nous croisons des cueilleurs de figues de Barbarie. Ce fruit originaire du Mexique a pour vertu d'être très rafraîchissant. On le déguste à la cuillère. Une boîte de conserve habilement recyclée, un peu d'agilité et le tour est joué. Renato m'a promis de m'emmener chez son ami Lillo. Il a créé avec son épouse Fabiola un agritourisme à Memphis. Mais Lillo aurait-il oublié notre venue? Bonjour, bienvenue chez les Habitables, bienvenue. Je ne sais pas où est Lillo, il doit être ici, quelque part. Bonjour, bienvenue chez les Habitabilés. Et toi, au premier matin, t'es déjà sur ton tracteur. Et tu vas où comme ça? À la mer? Lillo va rarement à la mer. Ou alors, c'est pour y accompagner des touristes. Ce matin, il va au jardin chercher la cueillette potagère du jour. Voici le potager. Une caisse, on la donne à Renato et l'autre, je la prends moi. Questo qua è un rimedio naturale contro gli uccelli. Che sarebbe? Praticamente l'uccello, questo nastino di qua, luccica, e luccicando l'uccello viene distrutto. Ha paura che ci fosse qualche problema e allora non si avvicina. Questi sono trucchi di contadini siciliani. All'antica. E voilà. E voilà. Come si dice in siciliano, pare insegnato. Pare di terra. Sembra che l'abbia fatto sempre questo lavoro. Guarda, ti faccio vedere. Renato, cosa mi ha portato? Tutto per la parmigiana. Va bene così? Sì, sarà buona? Oh, che bel basilico, bellissimo. Le temps de remettre la cueillette du jour à Anna Maria, l'intendante du domaine, et déjà Lillo nous emmène vers une surprise. Ciao, ciao. Viens avec moi dans un bel endroit. Un bel endroit. Renato, voici la surprise. C'est une grande dame, hein? Une authentique italienne de 1965.
Retour à toute allure au domaine avant notre prochain rendez-vous. Avant de rejoindre Palerme, nous nous arrêtons de manière totalement impromptue dans les caves de la prestigieuse maison Florio. Après une petite négociation avec Renato pour interprète, Maria Elena nous accueille. Pénétrer dans ce lieu ultra sécurisé vaut le détour. Des exemplaires uniques de tonneaux, construits pour certains d'entre eux fin du 19e siècle, s'offrent à nos yeux écarquillés. Chacun d'entre eux contient 64 500 litres, autant de bouteilles donc de Marsala. Bien connu en fin de repas, sous forme de digestif, ce breuvage tente de percer le monde des apéritifs. Mais pas facile de cuisiner un produit qui va en gradation 2 fois à 19 degrés. Restent dès lors les grandes cuvées, présentes à la carte des plus grands restaurants étoilés au monde. Voici la réserve historique que tout le monde nous envie et dans leurs fûts originaux. Ici l'année 1944. Sì, assolutamente. Renato n'en revient pas. Cosa incredibile. 1000 stelle, 1000 spezie, c'est enivrant. Come lo definisci? Céleste. Il n'y a pas d'autre mot. Et attention, les réserves sont toutes différentes. Nous n'avons guère envie que tout ceci ne s'arrête. J'ai bien du mal à accélérer au volant. La dernière étape de cet opus, à nos pères, vient de s'afficher devant nos yeux. Il s'agit de Palerme. Les images défilent sous nos yeux et l'on décide de vous offrir une dernière promenade avant la ville. Sur cette mer qui a vu tant de gens partir et d'autres arriver, nous prenons le large, le temps d'un court voyage. Palerme, l'autoroute entre les montagnes. Elle nous rappelle que c'est ici que le juge Giovanni Falcone fut assassiné le 23 mai 1992. La charge d'explosifs était si forte qu'il a fallu reconstruire l'autoroute. Giovanni Falcone, mort à l'âge de 53 ans, pour avoir voulu rendre justice et éradiquer la mafia. Il est 22 h. Nous avons rendez-vous avec Francesco Bertolino,
Il est conseiller communal à Palerme et premier adjoint au maire. Votre arrivée coïncide avec un départ. Oui, on va chez Alberto qui demain part de Palerme pour aller étudier ailleurs. Sa maman va lui faire honneur lors de son dernier dîner à Palerme en préparant des arancini. Nous sommes les invités de la famille Paschia, où le plus jeune fils, Francesco, part demain à l'université. La maman est sicilienne, mais elle fut toute sa vie guide touristique francophone à Palerme. Gli amici, che poi questo è originale. Cosa ti ha preparato la mamma per la partenza? Per la partenza. La maman. Le arancine. Elle fait tout pour les enfants. On fait tout. À mon fils. À mon amour. À l'amour de la maman. À l'amour de la maman. Non, et à l'hospitalité de la maman. Je peux vous embrasser. Je peux vous embrasser. Sì, avec plaisir. Merci voilà. beaucoup. Tanto mio marito non è geloso, ce n'est pas jaloux. No. Ah, sei arrivato, Francesco, la vita d'Alberto. Ti sei mancato il montaggio dell'arancino. Santé. A votre santé. Et voilà, ceci est le vrai arancino de Catane, l'authentique. Avec la viande. Chez nous, ils sont ronds. Celui-là, je ne vais jamais arriver à le frire. Voilà, maintenant on prépare la version au beurre. Voici la version ovale de l'arancino. C'est toujours très bon. Les pâtes, moi j'ai l'habitude de les casser en deux, mais certains les cuisent en entier. Sûrement. Va bene così? Moi, je ne vais pas en manger. Parfois, les enfants ne mangent pas. Mais ça n'a aucune importance. Moi, je cuisine quand même, car pour moi, c'est un signe de l'amour que je leur porte. Même quand je suis très fatiguée. Car comme tu le sais, cuisiner prend du temps. Mais je fais des efforts, afin qu'ils mangent bien. C'est ma manière de leur montrer mon amour pour eux. Ok. Li mettiamo prima. Ok, faccio aiuto? Si vous ne mangez pas, je vous tabasse tous. Le prince. Le petit prince. Sì. Quanto tovagliolo, no? Après une soirée à manger des arancini, des pâtes et à déguster le bon vin sicilien, nous rencontrons la spécialiste du régime méditerranéen. La façon d'aborder notre alimentation quotidienne est très importante, car elle nous permet d'améliorer notre vie de tous les jours. Le régime alimentaire méditerranéen est un régime très simple. On sait que les choses simples sont les meilleures. C'est un régime qui est économiquement accessible à tous et dont les origines remontent à des peuples de la Méditerranée comme l'Italie, l'Espagne, le Maroc et la Grèce. Il s'agissait tout simplement de se nourrir de ce que la nature offrait selon les saisons. Ce genre d'alimentation fournit des éléments comme les antioxydants, les vitamines, les sels minéraux, qui ne sont pas caloriques, c'est-à-dire qu'ils n'ajoutent pas de calories au régime. Ils ont une grande importance fonctionnelle, car ils permettent au cerveau de traiter des substances comme la dopamine et la sérotonine, c'est-à-dire les molécules responsables de notre humeur. On pourrait résumer en disant que le régime méditerranéen rend de bonne humeur. À cet instant, je ne sais pas encore que ma vie va basculer. Musicalement, artistiquement, humainement. Car la beauté de Palerme vous prend en otage, comme si rien, avant cet instant, n'avait existé. Francesco Bertolino nous fait visiter sa ville, Palerme,
au détour de ses ruelles et de son histoire. Comme celle du Grand Hôtel Palme, où Richard Wagner aimait à prendre ses quartiers d'hiver. Tournons sur la Via Maqueda pour découvrir une cité où le nombre d'églises n'a d'égal que celui des palais. Nous arrivons aux marches de l'Opéra de Palerme, le plus grand bâtiment de théâtre d'Italie et le 3e plus grand en Europe. La célèbre soprano italienne Desirée Rancatore nous y réserve une surprise. Ceci est le théâtre Massimo, le théâtre de l'opéra lyrique. Désirée est associée à ce théâtre, car en tant que palermitaine, elle représente et fait connaître la beauté de Palerme et sa culture lyrique dans le monde. Cette année, elle est à l'affiche de la saison du théâtre Massimo. Le théâtre nous invite tous à mettre l'art au centre de notre vie de tous les jours. Parce que l'art, c'est quelque chose qui renouvelle tous les jours les peuples et leur culture. Et donc, on ne pourrait s'en passer. Au fil des couloirs baignés par la musique de notre soprano, nous voyons arriver Francesco Giambrone, directeur du théâtre. Francesco est un des piliers de cette institution. Il est le directeur du théâtre et il l'a été aussi dans le passé. Aujourd'hui, sa mission consiste à transformer ce lieu merveilleux, que tu vas découvrir bientôt, en un espace ouvert au public. Les activités qu'il organise sont donc très importantes, y compris celles de ce soir. À Palerme, l'opéra arrive dans un camion. La scène est posée sur une remorque. Le camion arrive et s'arrête dans une des places de la ville. C'est le théâtre qui va vers les gens. La remorque s'ouvre et se transforme en scène. On y représente une version condensée du Barbier de Séville. Mais il y a tout. Les scènes, les costumes, les vidéos, les chanteurs, l'orchestre qui joue en direct, le directeur d'orchestre. Tous les habitants peuvent y assister gratuitement afin que la ville rencontre la beauté et la merveille de l'opéra. La culture pour tout le monde. Exactement.
Nous montons dans les cieux, ceux de l'opéra, pour y découvrir les coulisses, les porte-décors, les poulies, la machinerie digne d'un paquebot de croisière. Une fois sur le pont, la découverte est à couper le souffle. Che spettacolo! È bellissimo. Francesco Bertolino tient à nous montrer une église érigée aux côtés d'une mosquée. Deux mondes se croisent sur la place de la mairie. Message de vivre ensemble et témoin de sa réussite. Avant de nous dire au revoir, dernière promenade, dans les marchés de Palerme. Leur histoire est aussi vieille que l'installation des premiers Siciliens. Il faut dire qu'ils ont une vocation autant sociale qu'économique. Les étals de fruits, légumes, viandes ou poissons impressionnent par leurs couleurs et leurs variétés. Elles rivalisent aussi par les cris des camelots. Dernière rencontre, et non des moindres, avec Leo Luca Orlando, maire de Palerme. À nul autre pareil, il nous décrit la cité du vivre ensemble. Il suffit de regarder les toits du centre historique de Palerme pour comprendre qu'on est une mosaïque. Styles différents, couleurs différentes, mais aussi les sons, les odeurs, tout. La mosaïque a besoin d'un cadre. Un tableau, même sans un cadre, peut être merveilleux. Un Picasso, un Miro, un Antonello de Messina, ce sont des œuvres merveilleuses, même sans encadrement. Mais une mosaïque sans un cadre n'est qu'un tas de petits morceaux de pierre. Alors ce qu'il faut, c'est de s'engager à renforcer le cadre. Et le cadre de cette mosaïque est le respect des droits de l'homme, de tous les hommes, de chaque homme. Nous avons donc une pièce rouge, une blanche, une plus belle, une plus moche, une ancienne et une toute neuve, une brillante et l'autre opaque, mais le cadre, avec le respect de la personne, garantit la coexistence des différentes pièces de la mosaïque au sein même de celle-ci. Palerme est une ville extraordinaire. À Palerme, le chien, le chat et la souris se promènent ensemble. Ailleurs, le chien chasse le chat et le chat veut manger la souris. En tant que souris, je suis content de vivre à Palerme, car je ne cours pas le risque d'être mangé par le chat.
Palerme est une ville qui ne connaît pas l'intolérance. Il n'y aura jamais d'acte d'intolérance ou de racisme à Palerme. Palerme est une ville moyen-orientale en Europe. Et en appliquant le droit du sol, qui est une forme de respect du migrant, la Sicile est orgueilleuse d'être une capitale européenne, car elle se trouve sur un sol européen. De la même manière, le ressortissant de l'Afghanistan qui arrive en Sicile devient sicilien, non palermitain, car il piétine ce sol. Palerme n'est pas Francfort, Palerme est Jérusalem, Palerme est Beyrouth, c'est Istanbul. Mon projet politique consiste à démontrer que l'on peut être Istanbul tout en ayant des trams et le Wi-Fi. C'est-à-dire qu'il est possible de marier les racines et les ailes. C'est ce qu'ont voulu faire de nombreux migrants qui sont partis pour la Belgique. Il est aussi possible de conjuguer le passé et le futur. On peut envoyer un message. Cette terre, qui a connu la honte de la mafia, veut être en avance par rapport à d'autres réalités, parce qu'ici, on ne respecte pas seulement la loi, mais on respecte les droits. Et souvent, la loi vexe les droits. La loi européenne vexe certainement les droits des migrants. Elle en vexe l'identité et la liberté. C'est justement ça le sens de la charte de Palerme, par laquelle nous affirmons le principe de la mobilité internationale qui est justement un droit. Aucun être humain ne peut être condamné à vivre, à mourir, voire pire, à être tué parce qu'il ne peut pas quitter le pays où ses parents l'ont mis au monde sans lui demander la permission. On ne vous a pas demandé à vous la permission de décider du lieu de votre naissance, à moi non plus d'ailleurs. C'est ce que nous raconte cette belle image d'un migrant qui arrive au port de Palerme après des journées terrifiantes et avec un geste très civilisé, il jette une canette dans une poubelle. C'est un message d'accueil, de coexistence, du vivre ensemble et dans ce sens, nous voulons être à l'avant-garde. Parce que qu'on se le dise, ce n'est pas dans l'estomac de l'homme qu'on trouve l'intolérance. L'intolérance se trouve dans l'esprit malade de certains politiciens, dans le portefeuille trempé de sang des spéculateurs. Parce que nous sommes toutes et tous les migrants d'un autre, à nos pères, passés, présents et à ceux à venir. Je dédie ce film pour que jamais nous ne les oublions.